Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Conversation avec la MESA. Nous sommes en direct et en plein cœur du Salon de l'Agriculture. Bonjour Anne Rubinstein. Bonjour. Vous êtes déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Bonjour Jean-François Fruttero. Bonjour. Vous allez bien ? Bien, merci. Bon, président de la MSA, nous allons échanger aujourd'hui sur un sujet ô combien essentiel puisqu'il s'agit de la pauvreté. Anne Rubinstein, nous allons revenir sur les différentes actions, bien sûr, que vous menez et que vous allez mener pour prévenir et lutter contre la pauvreté. Mais avant tout, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette délégation interministérielle et surtout son fonctionnement ? Absolument. Donc la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté a pour objet à la fois de coordonner toutes les actions de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Vous savez que chaque ministère a finalement ses actions pour son public particulier, mais tout ça doit être rendu cohérent, doit être connu des uns des autres. Donc ça, c'est une première partie. Il n'y a pas que l'État qui agit sur la pauvreté, il y a évidemment les collectivités locales et en particulier les départements dont c'est la compétence essentielle. Vous avez aussi tout le tissu associatif, toutes les structures mutualistes dont vous faites partie et ça aussi, ça doit s'articuler pour être plus efficace. Donc la délégation que je conduis a aussi une fonction on va dire, de plaidoyer, c'est-à-dire que auprès du gouvernement, je porte ce sujet, auprès de l'ensemble des acteurs, je porte ce sujet pour essayer de trouver des leviers et essayer de répondre au mieux pour quand même 9,5 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Vous articulez vos actions en 4 axes. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Absolument. Nos actions sont finalement cadrées dans ce qu'on appelle le pacte des solidarités qui avait été annoncé en 2023 par Elisabeth Borne, à l'époque Première ministre. Et nous avons organisé l'ensemble de nos actions autour de 4 axes, comme vous venez de le dire. Le premier, c'est agir dès l'enfance, c'est-à-dire que les inégalités sont quand même marquées dès l'enfance. Ensuite, c'est tout ce qui concerne l'accès à l'emploi. Tout ce qui concerne, on va dire, l'accès aux droits et en particulier la lutte contre le non-recours, je pense qu'on en reparlera. Et puis, un axe qui est un peu nouveau, qui est la transition écologique pour qu'elle soit juste et solidaire. Pour que ce ne soient pas les personnes pauvres qui soient les perdantes d'une transition qui est absolument utile de faire, évidemment. Et qu'ils se sentent coupables de ne pas pouvoir la mener également. Qui parfois peut se sentir aussi stigmatisé par des discours d'injonction auxquels ils ne peuvent pas répondre puisqu'ils n'en ont pas les moyens. Donc il y a un vrai enjeu et moi je pense qu'on ne peut pas parler de transition écologique si on ne parle pas en même temps du contexte social dans lequel ça peut s'inscrire. On reviendra sur ces différents axes avec aussi les réponses apportées et toutes les actions menées par la MSA. Il n'y a pas une pauvreté, mais il y a des pauvretés. Et pour avoir une réponse adaptée, il me semble que vous vous êtes basé sur plusieurs indicateurs, pas uniquement le taux de pauvreté. Alors, il y a d'abord quand même la pauvreté. Quand on compte 9,5 millions de pauvres dans notre pays, ce sont des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est un indicateur un petit peu arbitraire qui est fixé à 60% du salaire médian. Donc, ce qui veut dire à peu près aujourd'hui autour de 1 000 euros, quelque chose comme ça. C'est une forme, un indicateur fort de pauvreté. En revanche, ça ne suffit pas à définir toute la pauvreté. Vous pouvez être au SMIC, donc normalement au-dessus du seuil de pauvreté, et être pauvre en conditions de vie. Vous êtes une femme en situation de monoparentalité avec des charges locatives, avec des charges de mobilité, plusieurs enfants à élever, et vous êtes en dessous aussi du seuil de pauvreté. Donc la pauvreté, c'est un phénomène qui est difficile à appréhender parce qu'on a du mal à définir de quoi parle-t-on. Néanmoins,
sentiment de privation, le sentiment et la réalité. Là, on n'est plus dans le sentiment de ne pas pouvoir à la fois bien se nourrir, bien se vêtir, évidemment se divertir, et puis pouvoir même accéder à une alimentation correcte pour ses enfants. Ça, ce sont des facteurs qui marquent la pauvreté. Donc voilà, on est absolument sûr que, on va dire, le nombre minimum de personnes référencées, c'est 9,5 millions, puisque là, c'est un indicateur stable, mais que le phénomène va bien au-delà de ces 9,5 millions. On profite de votre présence pour avoir forcément une analyse un peu plus resserrée sur le milieu rural. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est une de mes priorités pour l'année 2025, parce que j'ai identifié que, comme on dit un peu trivialement, il y a des trous dans la raquette, pour plein de raisons. À mon sens, mais peut-être que vous allez aussi pouvoir m'éclairer, puisque évidemment le travail que je mène ne peut se mener qu'en collaboration. Il y a absolument, et je reviens un petit peu là-dessus, il y a absolument personne, aucune structure qui peut toute seule éradiquer la pauvreté. On ne peut le faire qu'en collaborant, en additionnant nos ressources, nos points de vue, et en mutualisant nos compétences. Sur la ruralité, alors, il y a d'abord une misère, on va dire, je dis vraiment à dessein le mot misère. Le mot misère est fort. Hein. Il est fort. Une misère que moi j'appelle solitaire. C'est-à-dire des personnes qui sont en situation de pauvreté et qui n'ont aucun recours finalement à des solidarités. J'ai beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, donc on est loin de la ruralité. Et là, on se rend compte que il y a des solidarités formelles et informelles en grand nombre. Vous avez des solidarités au sein d'un même bâtiment, au sein d'une même cité. Vous avez des solidarités communautaires. Vous avez un tissu associatif extrêmement riche qui fait que si vraiment vous n'avez pas recours à une association, c'est parce que vraiment vous ne le voulez pas. En milieu rural, par définition, vous êtes seul face à vos problèmes de pauvreté et avec une dimension supplémentaire, mais peut-être que vous avez cette connaissance plus fine encore que la mienne, qui est la peur d'être stigmatisé, la peur d'être considéré comme quelqu'un d'assisté, la peur de dire dans des milieux où tout le monde se connaît que, eh bien, on est en difficulté. Et ça touche finalement tous les âges de la vie. Et il me semble qu'on a un effort à faire avec une difficulté supplémentaire. J'ai fait une petite comparaison là dans mon propos avec la Seine-Saint-Denis. Quand vous êtes la politique de la ville aujourd'hui, la politique des quartiers prioritaires, d'abord ça a 40 ans, et quelque part c'est zoné, il y a un territoire donné. La ruralité, par définition, c'est diffus. Et je pense qu'on n'a pas encore suffisamment bien travaillé tous ensemble sur ce sujet particulier qui est la pauvreté en milieu rural, en commençant par vraiment dès le plus jeune âge. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Absolument. Jean-François Fruteroux, est-ce que vous avez cette perception-là également? Oui, permettez-moi d'abord de remercier Madame la déléguée interministérielle d'avoir accepté cet échange, et justement pour mettre un petit peu en lumière les échanges et les mutualisations que nous pouvons mener autour de ce sujet de la pauvreté. Je reviens sur un élément de langage qui a été le vôtre tout à l'heure, de dire il n'y a pas une pauvreté, il y a des pauvretés. Je pense qu'effectivement on est dans ce champ-là. Plusieurs types de pauvreté, pauvreté financière. Effectivement, c'est ce qui sonne directement à notre oreille quand on parle de retraite, de bassesse du niveau des retraites. Et dans le monde agricole, dans le monde de la ruralité, c'est quelque chose qui nous marque beaucoup, et nous menons beaucoup de travaux autour de la valorisation et de l'augmentation des petites retraites agricoles, avec beaucoup de dispositifs sur les lois Chassaigne, Chassaigne 1, Chassaigne 2, maintenant la réforme du calcul des retraites des non-salariés agricoles autour des 25 meilleures années, pour justement dégager du souffle et des marges de manœuvre à nos adhérents.
Et puis la pauvreté, c'est aussi les différences d'accès à un certain nombre de services. Il y a bien sûr l'accès aux droits. Vous en avez parlé, le non-recours. On parlera peut-être du RSA tout à l'heure, qui est quelque chose des fois un petit peu stigmatisant dans l'esprit d'agriculteurs, de salariés, notamment issus du monde agricole. L'accès aux services, quelque chose d'extrêmement important qui plonge aussi un certain nombre de nos ressortissants dans une forme d'isolement et donc de pauvreté derrière. Et puis, il y a l'accès aux soins. Et ça, c'est quelque chose à la MSA qui nous anime beaucoup. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour justement aller vers ces populations autour des rendez-vous prestations, autour de l'exercice coordonné des professionnels de santé, les CPTS, etc. Donc voilà, la pauvreté, nous avons quelques leviers pour justement accompagner la sortie de la pauvreté, accompagner ces populations dans la déshérence, qui sont souvent des populations dans la ruralité isolées. Vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, et je pense que la lutte contre l'isolement de ces populations est quelque chose d'extrêmement important. Donc je crois véritablement et fondamentalement que, vous l'avez dit, la mise en œuvre des moyens en communauté, la mutualisation des outils et des moyens est quelque chose qui nous permettra d'apporter peut-être un début de réponse, la meilleure réponse pour justement mettre en œuvre, en mutualisation, nos compétences au bénéfice de nos populations. D'un point de vue objectif, Anne Rubinstein, est-ce que la ruralité est parfois un angle mort ? Alors, c'est à la fois un angle mort et en même temps une fierté. On est dans un pays qui reconnaît, et le Salon de l'agriculture, c'est un moment particulier pour ça, qui reconnaît que la richesse de notre pays, compte tenu de ces, on va dire, territoires qui sont extrêmement importants. En revanche, sur tout ce que vous avez décrit, Monsieur le Président, c'est-à-dire la capacité à ce que tout le monde ait accès aux droits, la capacité à pouvoir dégager aussi des ambitions. On parle, tout à l'heure, je parlais des jeunes, de se dire qu'on peut être attaché à son territoire et en même temps avoir une ambition scolaire, universitaire ou d'émancipation au sens large. Et l'un ne doit pas être contradictoire avec l'autre. Donc oui, moi j'ai tendance à dire qu'on a encore des choses à organiser. Et tout à l'heure, vous me parliez de mes priorités. Donc en termes de territoire, c'est bien la ruralité. Après, à l'intérieur de ça, peut-être pour préciser, je pense qu'il y a des publics auxquels il faut faire attention. Moi, je crois beaucoup à l'entrée par public et que l'action public, pour le coup, s'organise autour des besoins d'une même personne. Et c'est ce qui est difficile en matière de pauvreté, dans la mesure où une personne a besoin de plusieurs réponses de façon simultanée et de façon complète. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer ne vous occuper que de l'accès à l'emploi si avant vous n'avez pas traité la question du logement, de la santé. Voilà. Donc la nécessité, et sur laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, la nécessité de travailler en commun et de façon simultanée pour que la personne ne soit pas un peu comme un bouchon sur l'eau à essayer de trouver elle-même des solutions qui sont dispersées, qui sont illisibles pour elle. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Et dans cette acception-là, oui, il y a un trou dans la raquette. Après, donc sur les publics pour lesquels j'ai décidé de mettre un petit peu une priorité, il y a les familles monoparentales qui sont les premières à être fragilisées et qui peuvent tomber dans la pauvreté. La délégation que je conduis, c'est prévention et lutte contre la pauvreté. Donc prévenir aussi, on n'est pas toujours très fort en termes de prévention dans notre pays, malheureusement. Et c'est de se dire, bon, essayons de voir tous les facteurs qui font qu'à un moment donné, des gens qui vont bien tombent et c'est beaucoup plus difficile d'en sortir une fois que c'est fait. Et évidemment, les moments de rupture conjugale sont des moments compliqués et une attention particulière doit être portée à ces familles-là. Et puis, il y a un autre type de public qui
me préoccupe particulièrement et sur lequel depuis déjà l'année 2024 nous travaillons, ce sont les travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit, et c'est une évidence, que le travail était une solution de sortie de la pauvreté. C'est une évidence, personne ne va remettre ça en cause. C'est aussi le travail une forme d'émancipation. Ok. Néanmoins, il y a dans notre pays 1,5 million de travailleurs pauvres, et c'est quand même un problème. Et donc, moi, j'ai entamé toute une série de discussions avec les fédérations professionnelles, avec les organisations patronales, le MEDEF, bref, la CGPME. J'ai aussi vu il y a quelque temps le président de la FNSEA et nous avons échangé sur ces questions et nous avons décidé de travailler ensemble et je crois qu'on va le faire aussi avec vous pour voir dans quelle mesure on peut trouver des leviers pour permettre d'abord la détection de ces travailleurs pauvres. Vous savez que là, pour le coup, c'est aussi une forme de pauvreté cachée. Le nombre d'employeurs qui ne savent pas que leurs salariés dorment dans leur voiture ou ne sait pas comment nourrir ses enfants le soir quand ils rentrent, parce qu'on a longtemps, c'était culturel, considéré que c'était la vie privée finalement et que dans l'entreprise, on ne s'occupe que du travail. En fait, non, c'est l'affaire de tout le monde. Hein. Et je pense que les entreprises ont aussi intérêt à agir. En tout cas, elles nous le disent. Et donc, on travaille ensemble. On a édité un livret de pratiques inspirantes à destination des employeurs, quelle que soit leur taille, qui permet d'abord que ces mondes parallèles qui étaient le monde du social et le monde de l'entreprise puissent se rencontrer et travailler ensemble et trouver ensemble des leviers à l'échelle des territoires. Voilà ce que je voulais rajouter sur mes priorités. Jean-François Frutérault, je rebondis sur la question de l'emploi, bien sûr. Vous répondez bien évidemment sur tous les sujets qui ont été abordés, de nombreux, mais la question de l'emploi et de la rémunération dans le monde agricole, c'est vraiment une priorité aussi, c'est une urgence. Oui, c'est l'enjeu majeur. C'est l'enjeu de l'attractivité aussi des métiers. Donc c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et vous parliez tout à l'heure du travail que vous avez mené ou que vous allez mener avec la FNSEA sur les travailleurs pauvres. Je pense que ça prend tout son sens. Et bien sûr que nous prendrons part à ce dispositif avec l'expertise qui est la nôtre autour des familles monoparentales aussi. Et le champ de l'action sanitaire et sociale à la MSA est fortement mobilisé sur ces sujets et sur d'autres, sur les violences faites aux femmes, parce qu'effectivement, souvent quand on tombe dans une forme de spirale de la pauvreté, eh bien, peut s'enchaîner, pas que, mais ce risque-là. Donc, l'attractivité du métier, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons noué aujourd'hui, nous, à titre d'exemple, avec France Travail, un certain nombre de dispositifs et nous l'avons enrichi d'une convention ces derniers jours sur le Salon de l'Agriculture, sur l'attractivité du métier, sur la communication, sur le fait que voilà, l'ensemble des demandeurs d'emploi soient recensés directement, France Travail, le lien entre Pôle emploi et France Travail qui n'était pas forcément bien identifié dans le champ de l'agriculture pour nos ressortissants, qu'ils soient salariés ou non salariés. Donc mener voilà, cet enjeu de la communication autour des enjeux et de ce que porte France Travail. Le sujet du RSA et du non-recours. Alors le non-recours de manière générale, mais peut-être de manière particulière autour du RSA, qui est un sujet majeur dans l'agriculture, chez les salariés, chez les agriculteurs, et souvent le regard porté sur ce dispositif, qui est un dispositif des fois au regard un petit peu d'échec. C'est-à-dire que pour un agriculteur, voir le fruit de son travail non récompensé et accéder à une aide sociale comme le RSA, alors qu'on travaille de nombreuses heures et qu'on se mobilise beaucoup, c'est quand même quelque chose qui est souvent perçu comme dégradant. Donc nous avons cette volonté, et dans le cadre de la convention avec France Travail, voilà, à essayer de lever ces freins pour justement faire en sorte que nos ressortissants puissent rentrer dans ce dispositif dans les meilleures manières. Un point sur les 15 heures de travail qui étaient nécessaires, donc partant du principe que les 15 heures, elles sont déjà faites, et des fois beaucoup plus par nos ressortissants sur leur exploitation. Donc voilà, nous avons levé ce petit irritant, et c'était extrêmement important. Voilà, donc très gros travail autour de l'attractivité. Donc nous le menons, mais je pense qu'il est important
de faire en sorte que nous réfléchissions à l'avenir et surtout à la dignité retrouvée. Moi, je suis très attaché à ce sujet parce que on ne peut pas se résoudre à rester dans cette forme de pauvreté. Il faut que collectivement, nous mettions en œuvre les outils qui permettent de sortir par le haut et de se réinsérer finalement dans la société et ne pas rester sous l'emprise de cette pauvreté. On a tendance à dire que quand on y tombe, il est très difficile d'en ressortir. Je pense que on a une vraie vocation à agir sur ces enjeux. Anne Rubinstein, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir juste ces 15 heures d'activité de travail issues de la loi plein emploi. Et effectivement, pour les travailleurs agricoles, l'activité, elle est évidemment là déjà. Je voulais revenir sur la question du non-recours. C'est fondamental. On sait que sur les 9,5 millions de pauvres, un certain nombre, alors c'est par définition très difficile à chiffrer, pourraient ne pas être au-dessous du seuil de pauvreté, simplement en ayant recours à ce à quoi il a droit. Donc il a droit, c'est pas une aumône, c'est pas une charité, c'est un droit. Et c'est un droit parce qu'on est dans un État qui a fondé ses valeurs sur la solidarité, parce que certains payent des impôts qui permettent à d'autres de pouvoir, à certains moments de leur vie, ou dans certaines configurations, y avoir droit. Donc effectivement, il y a une bataille culturelle à mener, puisque on sait que 30% de non-recours sur des prestations sociales, en particulier que sont la prime d'activité et le RSA, permettrait à des gens de vivre plus dignement. Évidemment, ils ne seraient pas riches, mais en tout cas, ils seraient plus insérés dans la société. Donc quelque part, c'est un cercle vicieux. On ne veut pas passer pour un assisté et on se retrouve soi-même dans une difficulté. Et quelque part, il faut peut-être aussi qu'on remène la solidarité, ce que c'est que cette valeur particulière à notre système social. On est tous très fiers d'être dans un pays qui a un système social redistributif. Et donc, il faut que tous nos concitoyens soient, convaincus qu'ils peuvent y avoir droit, comme tous nos concitoyens doivent être convaincus qu'ils ont leur part à donner en termes de solidarité. Moi, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée. Donc, ce n'est pas un boulet au pied d'avoir recours à un moment donné, c'est un droit. Et cette bataille, moi, je veux bien la mener avec vous parce que je pense que c'est fondamental dans un pays comme le nôtre. Et d'ailleurs, puisque au 1er mars, c'est-à-dire je crois que c'est demain, rentre en vigueur la première partie de la solidarité à la source. Pour moi, c'est un très grand progrès. Ça va faciliter la vie des gens pour lequel, évidemment, toutes les... l'environnement administratif est une difficulté particulière. La solidarité à la source, c'est-à-dire le pré-remplissage déjà de ce à quoi on a droit, qui va bientôt être mis en œuvre aussi par la MSA pour ses bénéficiaires, c'est, je pense, un énorme progrès pour nos concitoyens. Voilà, ça ne résoudra pas l'ensemble, et vous l'avez dit, l'ensemble des difficultés, mais ça permettra aussi quelque chose qui est documenté aujourd'hui, qui est que quand vous avez des indus, parce que on vous a trop versé, parce que votre situation a évolué, ces moments-là sont des moments de fragilité qui font tomber les gens dans la spirale de la pauvreté. Donc je crois vraiment que c'est un progrès, cette réforme de la solidarité à la source. Peut-être pour terminer, 2 mots sur le non-recours, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous anime et l'un et l'autre et dans nos structures. Vous l'avez dit, effectivement, ces aides auxquelles nos ressortissants peuvent prétendre sont des droits qui sont ouverts. Très clairement, je partage et nous devons l'accompagner. Mais il y a l'acceptation derrière de ce droit. Parce que souvent, ce droit qui est ouvert, il est souvent en lien, peut-être davantage chez nos agriculteurs, mais chez nos salariés aussi, en lien avec un échec professionnel. Et dans l'agriculture et dans la ruralité, l'échec, c'est quelque chose de pesant. Parce que l'échec, il est personnel, il est professionnel, il est très clairement souvent en lien avec l'histoire, avec la famille, avec le patrimoine. Et donc, nous avons ce devoir d'être
les plus adaptés possibles pour le faire accepter, pour faire en sorte qu'il soit perçu comme une aide, comme un accompagnement au retour à cette forme de dignité. Donc, il y a un vrai sujet, c'est un peu philosophique peut-être, mais c'est quand même les sujets qui animent nos ressortissants autour de ça. Je vous rejoins sur l'aspect solidarité nationale, redistribution. Voilà, la sécurité sociale, elle est fondée là-dessus. On cotise selon ses besoins, on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais voilà, il y a quand même à avoir cet enjeu bien précis. J'en suis parfaitement consciente. Cette lutte contre la stigmatisation, c'est un fondamental. Deux sujets que j'aimerais aborder avant qu'on se quitte. Bien sûr, grandir en milieu rural et puis l'alimentation, si vous en êtes d'accord. La jeunesse, comment on s'en occupe? Alors, la jeunesse, on s'en occupe. D'abord, il existe déjà des choses. Je citerai territoire éducatif rural qui marquent quand même... en tout cas, la volonté pour l'éducation nationale de s'adapter à ce type de population dont je parlais tout à l'heure. Être jeune en milieu rural, ça doit constituer plutôt une fierté qu'un frein. Ça doit être quelque chose qui ne vous coupe pas du monde, mais qui au contraire vous donne cette richesse que vous avez au départ, d'être d'ailleurs très ancré sur des valeurs, vous l'avez rappelé, sur cet environnement qui est le leur. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on doit se moderniser sur cette question-là. On peut tout à fait imaginer d'être plus connecté, d'être plus mis en relation, d'avoir des systèmes de compensation quelque part pour la mobilité, pour trouver des stages plus facilement. Voilà, donc il y a énormément à la fois de leviers. Moi, je suis plutôt optimiste sur ces questions-là parce on le voit ici, l'attachement qu'ont les jeunes aussi à leur milieu d'origine. La fierté, absolument, et ça doit constituer absolument une richesse. Donc voilà, aujourd'hui, il y a déjà des choses. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en particulier avec l'éducation nationale, mais pas que. Là aussi, c'est une histoire de collaboration entre les uns et les autres. Jean-François Fruteroux. Grandir en milieu rural, c'est un dispositif exceptionnel et totalement adapté au milieu rural, puisqu'il est construit finalement avec les partenaires, pour les partenaires, autour d'un certain nombre de sujets, les loisirs, l'accueil du jeune enfant, les modes de garde, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Donc c'est un dispositif qui est effectivement totalement adapté à notre milieu rural. Et puis, quand on parle de grandir en milieu rural, c'est aussi pour fixer nos populations dans le milieu rural et animer et faire vivre notre milieu rural. Et je fais très directement le lien avec un dispositif que l'on va récompenser demain, qui est l'appel à projet jeunes. Voilà, l'appel à projet jeunes, il est là aussi pour mettre en lumière, récompenser les initiatives locales. Et elles sont variées. Initiatives de société, initiatives de territoire, voilà, sur tout ce qui se fait dans nos campagnes, avec des jeunes qui sont extrêmement mobilisés autour de la vie démocratique locale de leur environnement. Donc finalement, l'appel à projet jeunes, il est totalement inséré dans le dispositif Grandir en milieu rural. Et je pense que c'est de concert que l'on continuera à faire progresser cette ruralité. Absolument. Dernier sujet, l'alimentation, non des moindres. L'accès à l'alimentation nous semble quand même être la base de tout, finalement. Absolument. Évidemment, c'est un besoin fondamental, mais comme beaucoup d'autres besoins fondamentaux, celui-là, il est absolument indiscutable. Il y a une forme de paradoxe et moi je suis toujours frappée à voir qu'il y a des agriculteurs qui produisent et qui sont en difficulté, qui sont en dessous eux-mêmes du seuil de pauvreté. À côté de ça, il y a des gens qui ne se nourrissent pas à leur faim. Il y a des gens qui peuvent avoir recours à une aide alimentaire qui n'est pas de qualité, alors que près de chez eux, il y aurait une possibilité vertueuse de créer
ces interactions possibles. Ça aussi, c'est un travail compliqué parce qu'il nécessite la coordination de plusieurs acteurs, parce que quelque part, on est dans une évolution d'un modèle. On le sent bien qu'il y a des tensions dans chacun de ces secteurs. Moi, je crois qu'il faut, là encore, réfléchir ensemble, se dire sur la base, avec une réponse qui ne soit pas unique. Chaque territoire a ses spécificités, a ses atouts, et c'est à partir de là qu'il faut travailler. Et je suis là aussi assez optimiste dans la mesure où, vous le disiez, il se passe des choses absolument formidables sur les territoires, qui malheureusement ne font pas complètement système, qui restent isolés. C'est peut-être notre rôle aux uns et aux autres, à la place où nous sommes, de pouvoir embarquer l'ensemble, dupliquer, essaimer ces modèles-là. Il en existe pour l'alimentation sous différentes formes et qui sont encore embryonnaires. Donc voilà, moi je crois qu'on a matière à travailler ensemble aussi sur ce sujet. Jean-François Fautereau, l'alimentation. C'est majeur. Enfin, je veux dire, l'alimentation, c'est finalement la finalité du métier que je fais, voilà, donc, et du métier d'un agriculteur, parce qu'on produit pour nourrir. Et je pense qu'on doit produire pour nourrir tout le monde. Et ça, c'est extrêmement essentiel. J'ai été à l'initiative il y a quelques années, et dans le cadre de notre groupe d'élus à la Caisse centrale, à une réflexion autour du chèque alimentation, autour de la grande idée de la sécurité sociale alimentaire, et de voir comment nous pouvions apporter quelques éléments. Moi, je suis convaincu de l'aspect solidarité alimentaire. Et nous avons cette capacité à mettre en lien, à mettre en commun, eh bien, d'une part, les potentiels bénéficiaires, ceux qui effectivement ont le plus besoin, le moins de moyens et le plus besoin de se nourrir, avec nos producteurs, pour les amener vers une alimentation saine et durable. Et finalement, je crois que si on arrive à démontrer de cette capacité à faire, ce sera gagnant-gagnant, parce qu'on aura aidé, on aura accompagné ces populations en mal de se nourrir, et on aura mis en visibilité le savoir-faire de nos producteurs, et nous aurons capitalisé sur la richesse de l'agriculture française. Il y a une initiative dans notre réseau, à Chambéry, dans une caisse de MSA en Alpes du Nord, qui a mené une action autour de la solidarité alimentaire, autour d'une monnaie locale. Donc c'est un petit concept, mais je pense qu'effectivement c'est le début, et nous avons toute capacité à travailler là-dessus, mais c'est l'enjeu de demain, j'en suis convaincu. Absolument. Nous arrivons à la fin de cette émission, peut-être en mot de conclusion sur les perspectives 2025 et puis ce qui vous motive, parce qu'on sent beaucoup d'espoir quand même dans tout ça, heureusement. Alors, ce qui me motive, c'est effectivement que moi, je vis comme une injustice vraiment fondamentale d'imaginer qu'il y a, dans un pays aussi développé que le nôtre, avec ce système de protection sociale aussi abouti que le nôtre, que le monde entier nous envie quand même, Oui. Qu'il y ait 9,5 millions de pauvres, et surtout qu'il faille 6 générations pour sortir de la pauvreté. Vous ne pouvez pas vous sentir indifférente à cette question-là. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est de voir d'abord la richesse, on en parlait à l'instant, la richesse de ce qui se passe sur les territoires, d'acteurs qui parfois, par des rencontres presque fortuites ou informelles, qui inventent des systèmes qui sont vertueux. Malheureusement, ils sont souvent fragiles puisque c'est de l'interpersonnel ou c'est voilà. Et c'est à nous, puissance publique, d'accompagner mieux ces initiatives et surtout de regarder ce qui marche. Moi, je suis je ne l'ai pas encore dit, mais très attachée à la mesure d'impact. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un système de prestations sociales, de reconnaissance des actions solidaires, mais il faut toujours avoir à l'esprit, est-ce que on a bien atteint notre cible? Est-ce que par cette action, on va bien permettre à des gens de sortir de la pauvreté? Est-ce que c'est ça qui est efficace? Est-ce qu'il faut réorienter à certains moments? Et je pense qu'on a énormément de progrès à faire de ce point de vue-là. Et je trouve que c'est intéressant, y compris intellectuellement, de se dire comment on réhabilite la solidarité à la fois pour nos concitoyens. On sait qu'on vit dans un moment un peu de tourmente démocratique qui nous
auxquelles on est obligé de répondre. Et on se dit, mais il faut absolument prouver que ce système, il est efficace, il est digne. Et vous l'avez prononcé, moi, il y a des mots qui me sont très chers quand je parle de pauvreté. L'objectif, c'est bien l'émancipation. C'est pas de garder des gens sous une forme de tutelle, finalement. Pardon. De tutelle. De tutelle, exactement. Que ça soit la tutelle sociale, la tutelle des solidarités familiales, la tutelle de... Il y en a plein. Moi, ce que je veux, c'est des citoyens émancipés, de rendre de la dignité à tout le monde. Vous l'avez cité, c'est un mot qui est fondamental quand on parle de pauvreté. Et je crois que des leviers existent. Il faut juste qu'on s'organise autrement. On avait l'habitude d'être chacun dans nos silos d'intervention. L'État d'un côté qui renvoie parfois la balle aux collectivités locales, elles-mêmes disant oui mais non, ça c'est pas moi. Le système social ne rencontre pas l'entreprise. Bref, on est dans un monde qui est cloisonné. Et moi, je me suis fixé comme objectif au contraire d'ouvrir toutes ces portes avec des gens qui ont... on ne vient pas du même horizon, mais on a un intérêt à agir en commun. C'est tout à fait ça. Enfin, je crois qu'en termes de conclusion, la France est une puissance économique. La France est un pays développé. Et je pense que nous avons toute capacité avec nos associations locales, nos institutions, nos volontés individuelles et collectives d'accompagner ces populations. Nous le faisons. Je pense que toute part à prendre dans ce dispositif, mais voilà, la MSA est fortement mobilisée avec ses élus, avec ses sentinelles, avec les outils mutualistes qui sont les siens, avec sa réflexion de territoire, parce que c'est important, la MSA est un organisme de protection sociale, bien sûr, autour de son champ régalien d'accompagnement de la sécurité sociale, mais aussi une organisation professionnelle agricole très implantée en territoire, avec des élus, avec un maillage territorial, un savoir-faire et des initiatives locales comme celle-ci. Donc je pense que nous avons beaucoup de choses à construire ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci beaucoup, Anne Rubinstein, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Jean-François Futero. À suivre l'émission Au cœur des territoires, nous partons en Ardèche. À tout à l'heure.